C'est bon, c'est parti. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Alain Pitous. Je vais vous parler de nos prévisions un peu sur les marchés pour la fin d'année et puis un peu l'environnement, comment il se dégage et comment on peut le voir sur les mois qui viennent. Alors, ce qui, je pense, est intéressant en gestion, toujours, que ce soit en gestion ou en trading d'ailleurs, c'est d'avoir un peu une colonne vertébrale. Donc, pour ça, il faut regarder les fondamentaux. Donc on a voilà le thème de la présentation, ça peut être un peu de risque, un peu de stress sur ces marchés en ce moment. Donc on va commencer par un peu d'économie. Alors très rapidement, on va pas faire un cours d'économie bien évidemment, mais ce qui est intéressant en ce moment pour nous, c'est de voir comment est la croissance et quelles sont les tendances qu'on peut distinguer de cette croissance. Alors si on regarde par zone, on a les États-Unis. Aux États-Unis, on devrait être à 2-2,5% maximum sur les mois, et 2016 devrait être un peu sur la même lignée. Sur les mois passés, on a eu peut-être même un peu plus que ça, mais enfin, on devrait être aux alentours de 2-2,5%. Si Janet Yellen monte ses taux, on peut penser que ça devrait caper un peu cette croissance, c'est-à-dire limiter ces 2-2,5%. En zone euro, la situation est un peu différente, on part de plus bas, mais la tendance est à l'amélioration. Et c'est très important dans l'appréciation qu'on peut avoir des marchés, cette tendance à l'amélioration. Au Japon, la situation là est plus compliquée. On devrait être à 1% de croissance maximum, et nous considérons que cette croissance est assez fragile. Donc on a une situation qui est là pour le coup sur une tendance qui n'est pas à l'amélioration, cette tendance est fragile. Et puis le dernier point, c'est les pays émergents. Donc on arrive à un cumul de 4% sur les pays émergents, 4-4,5% suivant les anticipations et suivant la manière dont on voit le marché chinois, enfin l'économie chinoise. Aujourd'hui, ces 4% sont faits avec une économie chinoise qui aurait une croissance de l'ordre de 6-6,5%, ce qui paraît quand même un peu ambitieux compte tenu des derniers chiffres. Et donc, in fine, ce qu'on peut dire, c'est que la croissance des pays émergents est très fragile. Et le point qui est très important sur les pays émergents, c'est de voir qu'il y a également beaucoup de contrats. C'est-à-dire qu'on va de l'Inde, qui a une croissance largement au-dessus de 6-7%, à la Chine où on ne sait pas, et le Brésil qui est en récession. Donc là, on est sur une situation qui est assez dangereuse et qui est perturbante, parce que ce sont des pays qui ont tiré la croissance mondiale ces derniers temps. Alors si on regarde quelques graphiques, je ne vais pas vous abreuver de graphiques, mais enfin il y en a quand même quelques-uns qui sont, nous semble-t-il, intéressants. On regarde la croissance américaine par exemple, donc l'évolution du PIB américain. Alors toujours pareil, cette idée d'avoir un peu une colonne vertébrale et donc de regarder sur longue durée comment a évolué cette croissance. Ce qu'on voit, c'est qu'après le trou de 2008-2009, la croissance a nettement rebondi, mais on a rebondi finalement moins que ce qu'on pouvait constater dans les reprises précédentes aux États-Unis. Donc ce qui nous fait penser que la croissance américaine est un peu également coiffée, c'est-à-dire que ça va être difficile d'être notoirement au-dessus de 3-3,5%, et donc en tendance, nous on pense que l'économie américaine devrait venir se stabiliser entre 2-2,5% sur 2016 et la suite. Encore une fois, surtout si Janet Yellen monte ses taux. Alors là, c'est un panorama un peu plus général. Donc, si on regarde ce que pense l'OCDE, par exemple, qui est un institut qui nous permet d'avoir un peu des perspectives économiques avec un peu d'historique et des gens qui se penchent sur la situation de manière globale. Donc on a effectivement les deux extrêmes, hein. On a l'Inde et le Brésil, donc pays émergent s'il en est, avec des croissances extrêmement différentes. Et puis on voit que le Japon, ça va un peu mieux l'année prochaine, mais ça reste quand même assez bas. Ça va un peu mieux en zone euro en étant un poil plus haut. On voit qu'aux États-Unis, on est aux alentours de 2,5% comme indiqué. Donc finalement, une croissance mondiale qui est en très 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 légère amélioration, et les endroits où elle est en légère amélioration, ça nous arrange, c'est plutôt la zone euro. Ça reviendra dans notre thématique, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous entendez beaucoup de gérants être positifs sur la zone euro. Alors, derrière tout ça, quels sont les éléments de soutien? Alors il y a le fameux alignement des planètes, moi je dirais pas ça, parce que ça peut vite se dérégler cet alignement des planètes, mais il y a quand même des éléments importants. Le premier, c'est que les banques centrales sont toujours à la manœuvre.
Alors leur action est très contestée, hein. Il y a eu beaucoup de discussions, surtout depuis la semaine dernière où la Fed n'a pas monté ses taux, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce qu'allaient faire les banques centrales. Moyennant quoi, la Banque Centrale Européenne continue d'augmenter son bilan, on en parlera dans quelques instants. L'autre point qui est à noter quand même, c'est que le pétrole a fortement baissé et certains instituts estiment que ça fait à peu près un transfert de 700 milliards d'euros pour les pays développés. Donc c'est quand même pas anodin et ça représente un poids de PIB extrêmement important. L'amélioration de la situation en zone euro, c'est un élément de soutien pour l'ensemble de l'économie mondiale parce que ça perdure, hein. On voit que progressivement, de mois en mois, d'année en année, bah, l'économie européenne s'améliore un petit peu. Encore une fois, en partant de niveaux très très bas, on vient d'une situation extrêmement difficile en 2011-2012, mais la situation est quand même assez solide, encore une fois, avec le soutien de la BCE, entre autres. Et puis l'autre point qui n'est pas négligé non plus, c'est que les entreprises européennes grâce à tout ça, grâce à des taux bas, grâce à un euro qui a un peu baissé, grâce à des matières premières plus basses, ont quand même reconstitué leur marge ces derniers temps. Donc c'est un facteur de soutien. Et si on regarde, donc juste une illustration sur la BCE pour dire que c'est pas fini. Alors c'est un graphique qui date un petit peu, hein, il date de juillet, mais la tendance reste la même. On voit que la Banque Centrale Européenne, on voit, et elle le communique là-dessus, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait concret, va augmenter la taille de son bilan. Donc c'est tout simple, hein, une banque centrale qui augmente la taille de son bilan, bah, ça met de la liquidité dans le marché et ça permet de dans le marché, dans l'économie, et ça permet de soutenir l'économie. On y reviendra, je pense que ça fera partie des questions que vous pourrez poser dans la deuxième demi-heure, mais voilà, on a quand même la banque centrale qui est là, qui injecte des liquidités, qui soutient l'économie et qui, dans un premier lieu, soutient les marchés, mais ça aussi c'est un sujet qui est contesté aujourd'hui. Alors l'évolution du prix du pétrole, c'est un grand sujet pour beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'analystes de marché, hein. On voit quoi? On voit un baril de pétrole qui était jusque mi-2014 sur des niveaux très élevés. La production a augmenté, continue d'augmenter, hein, c'est la ligne blanche que vous avez ici, je souligne là avec, je pense que vous voyez avec un petit trait jaune. La production vient juste de commencer de baisser parce que effectivement ça a mordu quand même la rentabilité de beaucoup de pétroliers, d'explorateurs et de producteurs de pétrole. Donc il y a eu une petite baisse de production, mais on voit quand même que le pétrole a très fortement baissé. C'est un élément intéressant par rapport au marché de voir la capacité, la manière dont réagit le marché sur une nouvelle comme celle qu'on a vue arriver sur cette hausse de la production. Mon avis maintenant, c'est que je pense qu'on a fait pratiquement les points bas sur le pétrole, on va dire début 2015 et dans la période récente, on a revu les points bas. J'imagine assez mal que ça casse vraiment ces niveaux-là. A contrario, faut pas se faire d'illusions non plus. Vu la production de pétrole, les cours du pétrole ne peuvent pas vraiment monter. Donc on va osciller, je pense, dans des niveaux autour des niveaux actuels pendant un petit peu de temps. Et on voit que si on regarde les périodes précédentes, le pétrole peut fluctuer dans des marges assez étroites pendant assez longtemps. Et je pense qu'on va être dans ce schéma-là aujourd'hui, avec une production qui, à un moment donné, pourra encore rebaisser un petit peu. Alors la situation s'améliore en zone euro, une illustration comme une autre, donc c'est les enquêtes d'emploi et les enquêtes des acheteurs et puis l'évolution du chômage. On aurait pu également mettre les évolutions de demande de crédit qui s'améliorent également un petit peu. Donc on voit que la situation globalement en Europe, en zone euro, s'améliore. C'est pas non plus fracassant, on est très très loin du plein emploi, mais la situation s'améliore et c'est quelque chose qu'on peut considérer comme qui commence à s'installer. On a eu des périodes précédentes où ce genre de progression a perduré quand même pendant plusieurs années. Donc on est peut-être parti dans cette zone-là. Nous, c'est ce qu'on pense. On pense que la situation en zone euro est sur une tendance à l'amélioration, même encore une fois, si il peut y avoir des chocs extérieurs, mais ça on en parlera un peu après. Les marges des entreprises, alors là c'est intéressant de voir la différence d'évolution des marges des entreprises entre les pays développés et les pays émergents pour montrer quand même que les marges des pays émergents ont effectivement baissé, mais ça n'a pas empêché les marges des pays développés, les marges des entreprises des pays développés de s'améliorer. Donc on est quand même sur une amélioration des marges dans les pays développés. C'est favorable aux entreprises européennes qui étaient un peu en retard par rapport aux entreprises américaines. Donc
plutôt un facteur de soutien pour l'économie, parce qu'à un moment donné aussi, ça peut être, c'est un vrai sujet, c'est l'investissement. Les entreprises peuvent être à un moment donné amenées à investir, ce qu'elles n'ont pas fait depuis un moment, hein. En zone euro, l'investissement est quand même très très en retard, hein. Si on voit la France, c'est une catastrophe. Donc là, on peut penser que la situation devrait être en train de s'améliorer et permettre là aussi une installation dans une zone un peu d'amélioration de l'investissement et à terme de l'économie. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors par contre, des éléments de risque, il y en a beaucoup, donc je l'ai évoqué, la faiblesse persistante de l'investissement, c'est un véritable sujet. Ça fait un moment maintenant que beaucoup d'entreprises ont allégé leurs investissements. Donc ça, c'est quand même un point à avoir en tête, parce que c'est un élément de risque. Ça a des effets sur l'économie, ça a des effets sur la productivité, donc c'est quand même un sujet. Je viendrai sur le poids de la dette ensuite. Donc l'inflation trop basse dans les pays développés. Donc ça, c'est aussi une des vraies questions. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on parlait de déflation. C'est un thème qui est passé un peu à la trappe. On n'a plus entendu parler on va dire entre avril et maintenant. Mais moyennant quoi, si on regarde les chiffres d'inflation dans les pays développés, l'inflation est très basse depuis un moment, et ça peut être un peu problématique pour tout un tas de raisons. On pourra on peut y revenir tout à l'heure. Et puis la dégradation du commerce mondial, ça aussi c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait le commerce mondial est en train de diminuer très nettement. Donc c'est quand même un indicateur qui n'est pas très bon pour évoquer l'économie mondiale. C'est-à-dire que quand on voit que les échanges sont en train de s'arrêter, c'est un peu gênant. Et alors le dernier point, il est en deuxième dans ma liste, mais pour moi c'est le plus important aujourd'hui, c'est le vrai facteur de risque aujourd'hui sur les marchés, c'est le poids de la dette dans le monde, qui est trop important. Si on regarde la crise 2008, 2007-2008, c'est vraiment un excès d'endettement. On aurait pu penser qu'avec tous les efforts qui ont été entrepris dans le monde entier, cette dette avait baissé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs, enfin les privés, les entreprises et les États étaient endettés. Les entreprises se sont très nettement et très rapidement désendettées. Les particuliers, les ménages se sont également plutôt désendettés, mais le problème c'est que tous ces braves gens ont envoyé leurs dettes et d'une manière ou d'une autre ça s'est transféré dans les États, et finalement les États ont vu leurs dettes augmenter malgré tous les efforts entrepris depuis un paquet de temps. Donc ça a un effet mécanique de limitation de la croissance, hein. C'est vrai que quand on voit que la croissance repart dans certaines zones, et ben, à un moment donné les banques centrales et les États ont tendance à essayer de reprendre un peu de pouvoir d'achat pour se désendetter, donc ça limite forcément la croissance. Donc pour nous c'est vraiment l'élément de risque majeur qui est un peu passé sous silence, mais qui finalement sous-tend toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas d'inflation, parce qu'il y a trop de dettes, donc ça fait mécaniquement baisser la croissance, baisser la demande, baisser les matières premières. Le dégradation du commerce mondial, c'est vrai que quand vous ne pouvez pas commercer, quand vous avez trop de dettes, vous n'achetez pas un bateau, vous investissez pas, et puis vous vous retrouvez avec un investissement qui diminue, et la boucle est bouclée. Donc c'est vraiment le problème aujourd'hui majeur pour moi dans l'économie mondiale. Alors, si on regarde un peu en détail deux, trois courbes, encore une fois, je ne vais pas vous inonder de courbes, mais c'est symptomatique. Si je regarde la courbe de l'inflation en Allemagne, on voit que la politique de la BCE, certes, a joué pleinement son rôle dans les années difficiles où on pensait rentrer en déflation, mais finalement, depuis quelques mois, l'inflation rebaisse un petit peu, depuis quelques semaines, rebaisse un petit peu, donc c'est un vrai sujet. Donc cette pente d'inflation n'est pas bonne pour l'économie mondiale, parce que ça ne permet pas le désendettement, ça ne traduit pas la croissance, etc. Puis encore une fois, c'est la problématique de cercle vicieux qui est gênante. Deuxième axe, alors c'était positif sur certains aspects, mais c'est négatif sur d'autres, hein. L'ensemble des matières premières qui baissent. On est revenu sur les niveaux de récession de 2008, donc c'est quand même un peu préoccupant de voir ces matières premières qui ont vraiment du mal à remonter. Donc un facteur de doute, parce que ça pèse sur les économies des pays émergents, et à un moment donné, si vous avez les pays émergents qui, par un effet domino, tombent les uns après les autres, on ne va pas être sorti de l'auberge avant un moment sur l'économie mondiale. Baisse du commerce mondial. Donc vous voyez ce choc en 2008-2009. Aujourd'hui, on est sur une pente qui n'est pas très bonne et qui fait poser des questions. Donc ça nous alerte en termes de risque sur l'économie mondiale et sur les marchés à terme. Alors, si on regarde un peu, pour faire un zoom là maintenant sur les marchés,
Euh, les marchés sont sous tension, vous l'avez tous vu depuis quelques mois maintenant, hein, depuis les plus hauts d'avril sur les marchés européens et depuis la période récente. Alors j'ai énuméré quelques suspects qu'on a bien en tête tous, hein. Il y a la Fed, hein, la Chine et les émergents. Volkswagen, c'est intéressant ce qui s'est passé, enfin intéressant, dramatique pour moi, mais intéressant à voir la manière dont les marchés réagissent. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les interactions entre les marchés. Alors si on regarde la Fed, euh, la Fed qui, bon, ça faisait un moment que le marché américain était un peu sur une pente, on va dire, dans un range, et il était plutôt en bas de son range, hein. Il y a eu la Chine, et puis il y a eu la Fed. Et la Fed, dans une de ses préoccupations, c'était ramener le calme sur les marchés. Donc c'était la semaine dernière, on a baissé de 5-6% cette semaine à peu près sur les marchés européens. On peut dire que c'est pas un grand succès, la tentative de retour au calme de la Fed. Donc hier soir, Janet Yellen a parlé, ça fait remonter les marchés aujourd'hui, on va voir si ça va durer. En tout cas, le retour au calme n'est pas venu par le discours de la Fed. On n'a objectivement pas compris grand-chose sur les raisons pour lesquelles elle ne montait pas ses taux. Et donc ça a été un problème, et quand les marchés doutent, ils ont tendance à s'exciter un petit peu, et en ce moment ils s'excitent plutôt à la baisse. La Chine, bon, moi dans mes facteurs de risque avant l'été, on avait la Grèce tous, puis finalement la Grèce maintenant est passée un peu au second plan. Et le deuxième risque que j'avais en tête, c'était dévaluation de la Chine. Alors pas tellement pour une dévaluation de 3%, ça c'est pas le sujet. Le problème c'est ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que ça voulait dire que les Chinois n'étaient pas très optimistes sur leur croissance. Ça c'est quand même un point. Et puis la deuxième chose, c'est que bah, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à proposer que de voir leur devise baisser. Et ça c'est plutôt gênant, parce que ça montrait que leur politique économique est un peu perturbée. Donc, alors je pense pas que ça soit la seule raison, mais en tout cas on peut dire merci à la Chine, ça a quand même mis de l'ambiance cet été. Et depuis cette période-là, on s'est pas vraiment redressé, c'est-à-dire qu'on a fait un trou, on est remonté, on baisse, bon, on est quand même un peu sous le choc, hein, quand même. Les marchés émergents. Donc là, c'est un véritable sujet global, hein. Bon, on n'est pas revenu sur les niveaux crise 2008-2009, mais depuis maintenant 2011, 4 ans maintenant, les marchés émergents sous-performent les marchés occidentaux, les marchés des pays développés, et globalement traduisent quand même une anticipation d'économie qui est pas flambarde, hein, quand même. C'est quand même un sujet de préoccupation. On verra après si c'est une idée de retour sur ces marchés-là. Il nous semble que c'est encore un peu prématuré. Après, donc, on indique que c'est un désastre. Alors là, j'ai pris comme illustration de ce désastre brésilien le Real, qui a baissé de 25-28% avec un petit rebond, enfin avec un rebond significatif hier, mais enfin en tout cas, si on regarde, si c'est un indicateur de l'économie, on voit qu'il y a quand même un problème. Alors c'est juste une illustration, parce que derrière il y a quoi? Il y a un ralentissement économique, une récession même carrément. On est en récession au Brésil pour 2015 et 2016, ça n'annonce pas très bien. Une bourse qui est quand même un peu sous tension, et puis un problème qui est simple, c'est que beaucoup d'entreprises brésiliennes qui sont payées en réal sont endettées en dollars, avec un mur de dette en 2017 qui leur arrive dessus. Donc faut que la situation change. Il y a un problème, hein, comme on dirait, hein. Ça c'est très clair. Autre désastre, le désastre russe, qui est là aussi, bon, c'est assez simple, hein, un peu de la même façon que le Brésil. C'est une économie qui est restée extrêmement dépendante de la matière première. Bon, le Brésil c'est un peu plus vaste, mais eux c'est le pétrole. On voit qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre l'évolution du rouble, et là encore une fois les problématiques de devises, etc., qui entraînent une problématique de dette, qui entraîne une problématique de croissance, etc. On voit que la situation en Russie est vraiment pas terrible, et par rapport à ce qu'on indiquait tout à l'heure sur une éventuelle hausse du pétrole, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc la situation russe, où aucune mesure de restructuration de l'économie, d'investissement dans d'autres choses que des investissements liés aux matières premières, n'a été faite depuis des années. Bon, l'économie russe est probablement encore en difficulté avant un moment, hein, pendant un moment, donc c'est à suivre. Après, donc c'est les interactions entre marchés. Je pense qu'il faut
Donc là, c'est l'ancien des marchés qui vous parle. Moi, j'ai 25 ans de marché derrière moi. Et il y a des éléments qui me font toujours, qui m'alertent toujours. Et il y a un élément qui m'alerte depuis quelques semaines. Moi, j'en parle depuis avant l'été, hein, j'en parle depuis la période mars-avril à peu près, où on voit une dégradation progressive du marché du high yield. Alors, ça veut dire quoi une dégradation du marché du high yield? Bon, c'est simplement que les spreads s'écartent, c'est-à-dire que pour une entreprise donnée, on valorise sa dette moins bien qu'avant, c'est-à-dire qu'elle, ça lui coûte plus cher de s'endetter. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête pour l'économie, pour elle, pour son économie individuelle à cette entreprise. Mais pour les marchés, ça veut dire qu'il y a une petite défiance qui commence à s'installer sur des signatures d'entreprises. Et en l'occurrence, là, on prend les entreprises les moins bien notées. Alors ça a commencé, on m'a dit, oui, mais c'est pas grave, c'est normal que ça soit moins bien parce que c'est lié au high yield américain qui est très lié au pétrole. Bon, moi je veux bien, mais j'ai toujours en tête les phénomènes de contamination. Et donc là, il y a un phénomène de contamination qui est arrivé maintenant en zone euro, où on voit le marché du crédit en général et le marché du high yield en zone euro en particulier, qui lui aussi s'est dégradé depuis quelques semaines. Et c'est un indicateur de santé des entreprises aussi, hein, c'est-à-dire que les entreprises vont peut-être un peu moins bien. Donc il peut peut-être y avoir un petit peu de défaut. On était sur un niveau de défaut des entreprises extrêmement bas. Là, ce niveau de défaut, on se dit qu'il peut difficilement rester aussi bas. Les investisseurs commencent à avoir des doutes sur ce segment-là et ont un peu allégé. Donc voilà, un indicateur de risque, je trouve, un voyant qui s'est allumé et qui indique que la situation est peut-être pas si terrible que ça sur ce front-là. Donc c'est un élément à avoir en tête, là aussi, qui vient avec cette problématique de dette. Hein, des entreprises un peu plus fragiles et des dettes toujours aussi importantes, à un moment donné, si la croissance n'est pas là, comment ces entreprises-là vont faire pour rembourser leurs dettes? Et en particulier, les segments exposés au pétrole, aux matières premières, au sens large du terme, peuvent être sous pression dans les semaines et les mois qui viennent. Alors autre élément, alors je me méfie, je vous le dis, là aussi c'est le vieux qui vous parle, hein, je me méfie toujours des courbes à double entrée comme ça, où d'un côté vous avez un indicateur et de l'autre côté vous avez un indicateur, parce qu'on peut mettre n'importe quoi en face de n'importe quoi. Je peux vous mettre la hausse du marché action européen avec le nombre de buts de Lionel Messi, et je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver une corrélation à un moment donné. Donc attention, bon, moyennant quoi là les deux supports sont quand même un peu liés, hein. C'est les matières premières d'un côté, la ligne bleue qui va en bas à un moment donné, et puis vous avez cet indicateur là, donc sur très longue période, le S&P. Et puis on voit quand même que les périodes où le S&P va bien, c'est quand même quand les matières premières globalement vont bien, parce que c'est un indicateur de croissance avancée. Bon là, le schéma et le signal est quand même pas terrible, c'est-à-dire que ça fait un moment que les matières premières se détraquent, hein, quand même. Alors on me dit oui mais c'est pas grave, c'est normal, il y a les biotech, il y a les technos, il y a les bancaires, etc. qui sont pas liés aux matières premières. Moi je veux bien, mais à un moment donné, il y a des retours sur Terre qui peuvent être quand même assez douloureux, donc ayons ça en tête, c'est un indicateur de risque sur les marchés. Donc je l'indique comme étant un point d'attention, faut bien veiller à ça. Et puis il y a d'autres éléments, il y a des corrélations qui fonctionnent à un moment donné, qui fonctionnent moins à d'autres. Alors moi j'ai une marotte, quelquefois il faut comme ça des marottes. J'ai une marotte sur le marché japonais, je pense que ça fait un moment que le marché japonais est un peu comme un poulet sans tête, et à un moment donné ça va assez mal finir. Alors il y avait une corrélation qui était simple, hein, c'était le yen contre le Nikkei, et bon là c'est la courbe du yen inversée par rapport au dollar et la courbe du Nikkei, et on voyait qu'il y avait une corrélation qui fonctionnait assez bien. Là depuis quelques semaines, le yen n'a pratiquement pas bougé contre le dollar, avec des fluctuations autour de 120, mais c'était assez maîtrisé. Et puis le yen a quand même, le Nikkei a quand même assez nettement baissé. Donc attention, parce qu'on pourrait très bien avoir une situation où le yen reste à peu près stable, et le Nikkei, étant donné qu'il n'y a pas de croissance et que les résultats des entreprises ne pourraient ne plus trop monter, on pourrait quand même avoir une sanction à un moment donné sur le Nikkei. Donc cette corrélation-là pourrait ne plus fonctionner dans quelques temps, donc il faut l'avoir en tête, là aussi il faut la surveiller. Autre élément intéressant qu'on avait constaté, c'était que dans la période, ce qu'on appelait entre nous, notre jargon de boursier, le risk-off, risk-on, hein, c'est-à-dire que quand on était confiant sur les marchés, on achète des actions, on achète du high yield, on achète des actifs risqués, donc c'est la période du risk-on, et puis dans les périodes de risk-off, on achète de l'emprunt d'État allemand et on achète de l'euro, parce que comme ça on se protège. On achète dans le temps, il y a très longtemps on achetait de l'or, enfin non c'est un peu passé de mode, mais c'était une thématique comme ça. Et en fait depuis ces derniers jours, ces derniers temps,
dans les périodes de tension, on ne peut pas dire que ces corrélations aient fonctionné, que l'euro soit un refuge, comme le yen n'est pas vraiment un refuge, comme le Bund n'est pas vraiment un refuge. Avec tout ce qui s'est passé ces jours-ci, les fluctuations sur le Bund n'ont pas été énormes. Donc là aussi, attention, est-ce que le marché n'est pas un peu en train de changer de vision quand même. C'est un point à avoir en tête. Et puis dernier point, et j'arrêterai sur les aspects marchés qui nous font avoir une attention. Bon, on regarde toujours la volatilité. Donc là, vous avez la volatilité enfin, c'est un peu un indicateur de la peur, on va dire, des marchés. C'est-à-dire que plus la volatilité est forte, et plus ça veut dire qu'il y a eu des tensions sur les marchés et que la peur est là. Donc c'est un indicateur, on va dire, retardé, mais enfin qui est quand même important à regarder. Bah, on voit que depuis ces derniers temps, bah, ça a quand même un peu bougé. Après des périodes, si on regarde le 24 août, on a vu une tension très forte, donc ça s'est amélioré. Mais nous, on pense que bah, cette volatilité, ces tensions peuvent revenir assez rapidement sur les marchés. Ça peut être quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les fluctuations de marché, les mouvements de 3, 4, 5% sur une semaine, on pense que ça va arriver encore assez fréquemment ces temps-ci. Après, c'était là aussi la période de risk-off, risk-on. Là, c'est les évolutions du marché obligataire en prenant la performance des marchés obligataires en baissant en 2010. Bah, sympa les performances du marché obligataire, mais les marchés obligataires, c'est pas comme les marchés actions. Les marchés actions peuvent monter pendant très longtemps, très très fortement, parce que bah, ils peuvent se décorréler de la réalité. Bah, les marchés obligataires, à un moment donné, bon, on a vu des taux négatifs pendant quelques temps, mais enfin ça devient un peu difficile. Bah, on voit qu'il n'y a plus grand chose à gagner probablement sur les marchés obligataires. Donc c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles bah, il n'y a pas grand chose à gagner sur les obliques. Donc quand les investisseurs quittent les actions, ils vont plus sur les obliques comme ils le faisaient il y a quelques temps. Hein, dans les périodes de risk-off, risk-on, bah, dans les périodes de risk-off, on allait sur les obliques, on gagnait de l'argent. Là maintenant, ça va devenir plus dur et on a vu la période, ça illustre quand même ce qui s'est passé sur le Bund dans la période avril-mai, c'est quand même été sévère. Hein, on a quand même reculé presque de 8-9% en quelques semaines. Donc c'est des choses qui sont redevenues possibles sur les obligations, là aussi avec un accroissement de la volatilité quotidienne, qui est quand même importante. Alors après, il y a des choses qu'on regarde sur le dollar euro en particulier, nous qui nous paraît un indicateur à surveiller. Alors, avec ce qu'a dit encore Yellen hier, qui vient rajouter probablement un peu plus de conviction encore hein, dans notre vision là-dessus. Nous, on pense que ça fait un moment que le dollar va mieux et qu'il commence à remonter. On l'a vu avec dollar euro qui s'est quand même un peu dégradé pour l'euro, amélioré pour le dollar. Nous, on pense que on est parti, et là, on vous met une situation sur très longue durée. Le dollar pourrait performer dans les mois qui viennent, donc c'est un élément à avoir en tête, surtout si la BCE injecte des euros et d'une manière ou d'une autre la Fed en enlève, bah, la mécanique des fluides fait que bah, ça a tendance à repondérer un peu plus le dollar que l'euro dans les échanges internationaux, surtout si les taux augmentent un petit peu aux États-Unis. Donc une tendance un peu assez positive sur le marché américain, et là aussi des tendances, quand le dollar s'installe dans une tendance, même s'il y a des contre-chocs, hein, la tendance est quand même, peut être assez durable quand même. Alors après c'est plutôt un clin d'œil. Quand on cherche des actifs qui n'ont pas tellement performé et qui ne sont pas forcément ultra risqués, bah nous on regarde l'or et on se dit que peut-être que l'or, après avoir fortement reculé depuis 2011-2012, est revenu sur des étiages un peu assez bas. Il n'y a plus tellement de... Enfin, plus tellement. Les positions se sont bien dégonflées sur l'or. Il y a peut-être quelque chose à faire, surtout si on se dit que, bah, à force de mettre de la pression sur les devises, hein, qui ont toutes baissé les unes après les autres, bah, la seule chose qui soit restée stable par rapport à tout ça, c'est l'or. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura un petit retour en grâce. Alors c'est pas quelque chose de facile à traiter l'or, mais peut-être que dans un coin de portefeuille, avoir des supports indexés sur l'or, ça peut être une idée, en faisant attention aux supports qu'on utilise, parce que là aussi il faut faire attention à ce type d'investissement, mais ça peut être à regarder. Alors après, donc l'effet Volkswagen, j'en reparlerai dans quelques instants. Ça fait quelques semaines maintenant que le DAX sous-performe le CAC. Je pense qu'il y a une large partie qui vient de la composition des indices. Moyennant quoi, là, depuis quelques semaines où on voit que le DAX était quand même plus surpondéré en valeur automobile, bah, il souffre quand même assez nettement. Et un point qui est intéressant à noter sur ce qui s'est passé sur Volkswagen, et j'aime bien regarder ce genre de choses, et ça illustre vraiment comment sont les marchés aujourd'hui.
Alors il y a tout un tas de choses dans Volkswagen. Il y a une perte de confiance, il y a des manquements forts sur la gouvernance, etc., etc. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les marchés réagissent dans ce genre de choses. Euh, alors déjà, les marchés avaient pas, si on regarde, ça fait pas d'hier que Volkswagen sous-performe quand même, hein, parce que les tensions dans le board sont pas bonnes. Ça, c'est quelque chose qui existait depuis un moment. Et puis, bah, quand le marché est déçu dans une anticipation, le retour sur Terre, il fait extrêmement mal. Là, j'ai pris ça, c'est à quelle date? J'ai plus la date. C'était il y a 2-3 jours, quoi, hein, il y a 2 jours, quoi, quelque chose comme ça. C'est encore plus saignant depuis. Bah, ça montre que bah, quand le marché sanctionne, il sanctionne de 30 à 40%. C'est pas choquant, quoi. Donc là aussi, faites très attention dans votre stock picking maintenant. C'est que faut vraiment que vous soyez en confiance pour y aller vraiment de manière forte sur un support quel qu'il soit, parce que bah, si ce support déçoit, euh, là où avant, quand il y avait une déception, c'était 5%, bah là aujourd'hui, les marchés comme ils sont organisés, c'est plutôt du 30 à 40%. Donc ayez ça en tête. Alors après, ça apprendra aussi à Volkswagen que bah, peut-être que pour gagner quelques fractions de chiffre d'affaires, quelques fractions de rentabilité, bah, ils ont mis en jeu 30 à 40% de leur capitalisation boursière. Ça fera réfléchir des boards dans tout un tas de pays. Et leur dernier point sur la croisée des chemins, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est un peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que, alors moi je suis pas un grand fan ni connaisseur des analyses chartistes, mais c'est important pour beaucoup d'investisseurs, donc on le regarde comme un élément comme les autres. Et ça fait, au-delà de ce qu'on ressent sur l'économie mondiale, qui est peut-être pas si vigoureuse que ça, les résultats d'entreprise qui peuvent être affectés par ce qui se passe sur Volkswagen, par ce qui se passe sur les bancaires, par ce qui se passe sur telle ou telle zone. Il y a aussi un élément chartiste qui montre qu'on est un peu sur la croisée des chemins, que ce soit sur les marchés européens, un petit peu moins sur les marchés européens, mais en tout cas sur les marchés américains, on est sur des niveaux un peu critiques sur le plan graphique, donc il faut quand même regarder ça. Après, encore une fois, chacun est libre d'utiliser ces indicateurs pour en faire un facteur d'investissement majoritaire ou exclusif. En tout cas, même si vous n'y êtes pas très attaché, il faut quand même l'avoir en tête. Et nous, on regarde ça comme un élément parmi d'autres, mais c'est un élément important. On est sur la croisée des chemins, et c'est pour ça que ce qui va se passer sur les taux américains est aussi important en ce moment. Alors, que faire dans ce contexte? Et je pense que là, c'est le point clé, on va dire, hein, c'est regarder déjà où sont les risques. Et nous, notre idée, c'est, on voit que le marché est plus risqué maintenant qu'il ne l'était, donc il faut privilégier la liquidité et être extrêmement réactif. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Regarder le niveau de risque et avoir la perception du risque. Ça, je suis désolé, vous avez beau avoir affaire à des robots advisors, à des conseils en tout genre, il n'y a qu'une personne qui peut regarder le niveau de risque que vous êtes capable de prendre, c'est vous-même. Donc il faut faire un peu d'introspection et se dire quel est le niveau de risque que je peux prendre sur les marchés aujourd'hui et l'avoir parfaitement en tête, parce que mal le calibrer peut vous amener à devoir faire des liquidations, peut vous amener à courir après le marché si vous n'êtes pas réactif. Donc, et si vous avez mal dosé votre niveau de risque et que vous êtes sous-investi dans un marché qui flambe, ça peut être extrêmement perturbant et ça vous amène à faire des erreurs. Donc cette analyse du risque, je vous invite vraiment, et là je ne peux pas le faire à votre place, à le faire, et c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, ce qu'on a fait dans le contexte depuis, on va dire maintenant, ça fait depuis 3 mois environ, on a quand même globalement réduit le niveau de risque de nos portefeuilles. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a plus de risques. Et la deuxième raison, c'est que les corrélations et les facteurs de diversification jouaient plus. C'est-à-dire que là où avant, vous pouviez acheter des actions euro, des actions européennes, des actions asiatiques, du Nikkei, même chose sur la dette, bah en fait, là aujourd'hui, on s'aperçoit que en fait, vous décorrélez pas les portefeuilles. C'est-à-dire que en fait, vous empilez des risques, vous n'êtes pas en train de décorréler. Donc, on a réduit le risque du portefeuille à cause de ça. C'est-à-dire que quand tous les facteurs vont dans le même sens, en fait, ça vous incite à réduire le risque pour revenir sur les choses que vous maîtrisez parfaitement et sur lesquelles vous avez le maximum de liquidité. Et l'autre point, c'est qu'on est allé en cash quand on est sorti des marchés. Pourquoi? C'est d'être en mesure d'intervenir rapidement. Imaginez par exemple la situation où, si on regarde les marchés européens aujourd'hui,
C'est bien joli d'avoir un investissement au Brésil, un investissement en Asie, c'est peut-être très pertinent dans un horizon au moyen long terme, mais si vous voulez revenir très massivement, très vite sur le marché européen à l'ouverture, bah, si vous êtes gavé de trucs que vous ne pouvez pas liquider parce que le marché n'est pas ouvert, parce que les spreads qu'on vous fait sont pas très bons, etc., bah, vous êtes un peu coincé, vous ne pouvez pas intervenir. Donc avoir du cash vous permet d'avoir le volant de liquidité qui vous permet d'agir rapidement sur ce que vous connaissez le mieux et sur lequel vous pouvez intervenir dans votre créneau horaire, c'est-à-dire le marché européen. Et ça, je pense que c'est un point assez clé, c'est vraiment pour nous, c'est un raisonnement très fort. Privilégier la liquidité, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tous les actifs qui peuvent à un moment donné être en panne de liquidité. Là aussi, c'est le papier qui vous parle, hein. En 2008, ces marchés se sont fermés. Vous aviez des obligations émergentes, des obligations à Lille. Ah bah c'est très sympa, ça rapporte 2, 3 fois plus que les emprunts d'État, mais simplement vous ne pouvez pas le vendre, ou on vous fait un prix qui massacre votre cotation. Donc on évite ces supports-là aujourd'hui, et on préfère se dire que à nous de jouer sur les marchés actions plutôt que de se retrouver collé sur ce type de support. Donc là, on n'est pas du tout, investi sur ce type de support. Et puis il faut être très réactif parce que, bah, on le voit aujourd'hui, hein, je crois qu'il y a aujourd'hui un rebond qui est assez net sur les marchés. Bah, il faut être en mesure de réagir très rapidement parce que quelle que soit la tendance dans les semaines qui viennent, peut-être qu'on va se réinstaller progressivement. Nous, c'est notre conviction plutôt pour 2016 qu'on va se réinstaller dans un marché qui va se calmer et puis qui va reprendre un peu sa marche en avant. Ça ne sera pas pareil que ce qu'on a pu connaître en 2012 par exemple, mais enfin on pense qu'on devrait ça devrait de nouveau aller un peu mieux. Mais on peut très bien avoir finalement pendant 3 mois un marché qui a plutôt une tendance baissière, mais avec des rebonds très très forts sur très courte période. Bah, si vous n'êtes pas réactif, bah, vous regardez passer le train et c'est quand même parfois dommage parce qu'on peut très bien avoir un marché qui fait 0 sur 3 mois, mais en ayant eu des fluctuations de 2, 3 fois 4% sur une semaine, c'est quand même dommage de ne pas en avoir pris au moins une partie, surtout si le reste du portefeuille n'est pas très risqué. Donc il faut être très réactif pour pouvoir agir, encore une fois, même dans les bear markets, sachant qu'après, bah, il ne faut pas non plus rester trop longtemps en position, il faut être capable d'être très mobile dans un sens comme dans l'autre. Alors si on illustre, là on va rentrer dans les pages de pub pour Talence un peu quand même, ça fait partie du deal, hein, que j'avais avec FXCM, c'est que j'avais le droit de parler de Talence un petit peu. Donc on avait baissé un peu le risque des fonds allocataires. Donc si je prends Optimal et Patrimonial qui sont nos deux fonds allocataires, Optimal est un fonds flexible action. On avait baissé depuis quelques semaines le poids action, on était revenu à 50, on était avant l'été à 80. Sur Patrimonial on était avant l'été à 40, on a baissé. Et on est uniquement sur des actifs liquides. Par exemple, si je prends l'illustration avec Patrimonial, absolument aucune dette corporate, pas de high yield, pas de convertible, donc on n'est pas gêné par rapport à tout ça. Et alors la réactivité, si on prend hier, même si on est un peu prudent en ce moment, hier dans Optimal, Didier a remonté assez nettement son poids, Didier Dimaster qui est le gérant du fonds Optimal, a remonté assez nettement son poids action. Bon, bien lui en a pris je crois aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il restera très longtemps sur ces positions. En tout cas, le résultat, le fonds existe depuis plusieurs années maintenant, et si on le regarde depuis 3 ans, il est 5 étoiles Cantalis, il a des performances de 30% avec une volatilité qui est beaucoup plus basse que la volatilité des indices. Donc on peut avec ce type de gestion arriver à faire optimiser un peu les mouvements de marché, même sur courte période. Alors pour nous suivre, là aussi, là je finirai, c'est la dernière page de pub, rassurez-vous, il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez nous suivre sur le site Talent Gestion, on est assez présent sur les réseaux sociaux et moi-même je suis sur Twitter, donc n'hésitez pas, et généralement je réponds aux questions, les tweetos peuvent en témoigner. Voilà, ma présentation est terminée, donc ce que je propose maintenant c'est de prendre quelques questions et puis d'essayer modestement d'y répondre. Alors j'ai une question voilà, qui va apparaître sur l'arrivée des particuliers sur les marchés. Euh, je pense que ponctuellement ça peut avoir de l'effet, c'est-à-dire que on a vu des engouements des particuliers sur certains segments de marché. Euh, Moi, ce que je considère, moi, c'est que il y a eu une époque où la distribution était extrêmement tenue par euh,
des conseillers qui étaient, on va dire, pas nécessairement partie prenante aux opérations qu'ils faisaient réaliser, pour dire ça pudiquement. Et du coup, bah, il y avait un effet, un double effet, c'est-à-dire que les conseillers eux-mêmes étaient convaincus de choses, et puis convainquaient leurs clients privés d'y aller, et puis finalement ça avait un effet d'entonnoir comme ça sur les marchés, et donc il y avait un peu la période où bah, quand les particuliers arrivaient sur un marché, c'était souvent un peu tard. Ils faisaient décaler le marché une dernière fois à la hausse, et puis bah, après, comme il n'y avait plus de relais, bah, ce marché s'effondrait et les particuliers en étaient pour leur sous. Là, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé, c'est-à-dire que les particuliers déjà agissent beaucoup plus par eux-mêmes. Donc il y a une forme de bon sens. Alors effectivement, ce bon sens peut se faire démentir, mais je pense que du coup, et je vois des commentaires de particuliers qui valent pas mal de commentaires de professionnels. Donc je dirais qu'il n'y a plus aujourd'hui d'arrivée de particuliers spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont là sur plein de marchés, ils sont là sur les devises, ils sont là sur des marchés assez spéculatifs, ils sont là sur les grandes capitalisations. Donc voilà, je pense pas aujourd'hui qu'il y ait de décalage particulier lié aux, entre guillemets petits investisseurs qui en cumul font des volumes quand même. Pensez-vous que Draghi augmentera encore son bilan si la Fed augmente ses taux? En d'autres termes, l'Europe va-t-elle prendre le relais dans la course au PIB ou continuer de laisser faire? Bah, moi je suis pas dans la tête de Draghi, mais j'écoute ce qu'il dit et pour le moment il n'a pas changé de cap. Et c'est le petit graphique que j'ai montré tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'en fait le bilan de la Banque Centrale Européenne va continuer de monter. C'est-à-dire que autant on a du mal à comprendre ce que font les Américains, enfin la semaine dernière on avait du mal à comprendre ce qu'ils faisaient. Autant Draghi, il est droit dans ses bottes et il l'a dit, redit, en disant même, écoutez, si ça suffit pas, j'en remettrai une couche, quoi, hein. Après, ça ne sera pas la seule raison si la croissance européenne doit repartir, mais en tout cas, on ne pourra pas accabler la Banque centrale. Elle a fait le job, c'est-à-dire qu'elle a injecté de la liquidité. Après, est-ce qu'elle le fait au bon endroit, au bon moment? Moi, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à le mesurer concrètement dans l'économie. Mais enfin, en tout cas, il l'aurait pas fait. Où est-ce qu'on serait? Donc, moi, je pense que oui. Alors, la course au PIB, oui, on va essayer de faire en sorte que la croissance européenne se tienne. Alors, pour une raison bassement matérielle, c'est que bah, il faut qu'il y ait de la croissance pour que les économies tiennent la route. Puis il y a aussi un élément qui est quand même le chômage, hein, qui est quand même encore important en zone euro globalement. Donc ça c'est un point. On peut pas laisser le chômage croître comme ça en zone euro, c'est pas possible. Alors, il y a une question de visiteur. Bonjour, miser sur l'or alors que la Fed s'apprête à lever les taux, est-ce que c'est contradictoire? Le lien entre les taux de la Fed et le prix de l'or. Euh, Moi, si vous voulez, là-dessus, je dirais plutôt, c'est plutôt une problématique hors, hors Fed. C'est-à-dire que je rejoins votre raisonnement sur la problématique si la Fed monte ses taux, le dollar monte, bon, c'est pas terrible pour l'or. Moyennant quoi, je dirais que c'est plutôt l'ensemble des autres devises qui est questionné. C'est-à-dire que si vous regardez depuis 3-4 ans, beaucoup de devises sont parties à la cave quand même, hein. Donc dans beaucoup d'endroits, le, l'étalon or, enfin le stock d'or est un élément clé pour beaucoup de banques centrales. On regarde ce qu'ont fait les Russes récemment, on regarde ce que font les Chinois qui continuent d'en acheter. Donc il y a un facteur de soutien. Après, voilà, j'irai pas en mettre 10% d'un portefeuille, mais entre du monétaire à zéro en zone euro et un petit ticket sur l'or, bon, ça se regarde quoi. En termes de risque ratio, le ratio risque-performance, il me paraît intéressant. Vraiment, là où je vous rejoins, c'est j'irai pas tout mettre sur l'or, clairement pas. Mais encore une fois, plutôt que d'avoir du monétaire qui rapporte rien, avoir par moment un peu d'or ou une indexation sur l'or quelconque, ça peut être sympa quoi. Alors, voyez-vous le pétrole descendre plus bas que les plus bas que l'on a connus d'ici la fin d'année? Sur Euh, le pétrole. ouais, j'ai parlé un petit peu dans la présentation. Alors j'avais pris la courbe, pardon, hop, la courbe, je la reprends, excusez-moi, je reviens dessus. Alors si vous regardez, donc c'est un peu le slide que j'ai mis, page 8 là. Euh, alors il y avait probablement un excès sur l'or, sur le pétrole quand il était à 100 dollars. Il est resté quand même, si on regarde
2013-2014, on avait une hausse progressive de la production et il n'y avait aucun impact sur l'or, sur le pétrole, pardon, décidément j'y arrive pas. Et là aussi c'est intéressant la réaction du marché, c'est-à-dire que le marché ignore certains éléments pendant un moment, puis quand il se réajuste, plutôt que de baisser de 20%, il baisse de 50%, quoi. C'est-à-dire que voilà, il a sanctionné vraiment de manière extrêmement violente cet excès de production d'or, de pétrole, vraiment, pardon, excusez-moi, j'y arrive plus, c'est le pétrole, excusez-moi. Donc c'est à noter. Maintenant, si vous regardez comment il se comporte depuis quelque temps, il a de la volatilité hein, par rapport à la période précédente, mais je dirais que pour moi, le 90% du chemin est fait, c'est-à-dire que il y aura peut-être encore des excès baissiers si on a des doutes sur la croissance, etc. Mais je crois que là, ça touche tellement d'intérêts économiques à travers la planète qu'à un moment donné, je me dis, bon, il y a il y a aussi un facteur politique derrière qui vient se greffer là-dessus. Si vous regardez aussi la production de pétrole, elle a quand même très nettement baissé en quelques temps. C'est-à-dire que par rapport à une baisse du pétrole qui date de quelques mois, on a quand même déjà entamé une réduction de la production. Donc je pense qu'il y a encore une production forte de pétrole, une demande qui n'est pas terrible. Donc ça c'est plutôt un facteur baissier. Mais à contrario, vous avez un effet, quelque chose un soutien géopolitique, on va dire, pour que le prix du pétrole baisse plus trop. Donc pour moi, les deux forces se compensent. Et je vois le pétrole rester assez longtemps autour des niveaux actuels. C'est-à-dire que ceux qui vous disent que ça va à 20 dollars ou qu'on va on va revenir gentiment à 60-70, bon après, moi je peux me tromper aussi, hein, je suis pas devin, mais je vois plutôt une période comme on a connu dans la période 2012-2013 où on se stabilise avec des fluctuations, encore une fois, hein, ça peut fluctuer de manière, c'est quand même des fluctuations de 10 dollars. Hein. On peut revivre une période comme ça, à partir d'aujourd'hui, une période un peu de ce type-là, un peu de début 2015, où bah, le pétrole a fluctué dans des marges qui n'étaient pas très élevées, parce que c'est les deux forces qu'on pense. Et moi, Alain, j'ai une question. Oui. Quel serait le prix du pétrole qui mettrait en accord tout le monde? Un prix du pétrole pas suffisamment bas pour gêner les producteurs et un prix du pétrole pas suffisamment haut pour handicaper l'industrie. Bah, je crois que c'est les niveaux actuels, c'est-à-dire autour de 45 pour le WTI, quoi. C'est ces ordres-là. Après, moi, ça faisait un moment. Quand un marché décale comme ça, nous on regarde beaucoup parce que on aime bien profiter de ce type de décalage par moment. Mais donc l'exagération, enfin, on a considéré à un moment donné, fin 2014, c'était une exagération. Bon, on s'est posé des questions sur la production, etc. Et finalement, le marché il s'est reposé sur une zone qui me paraît correcte, aux alentours de 45 sur le WTI, quoi. Ça fait un petit 50, 48-50 pour le Brent autour, quoi. Voilà. Et c'est ce que je dis, les deux forces se compensent. C'est-à-dire qu'il y a toujours une production forte, une demande faible, mais d'un autre côté, la politique entre en ligne de compte aussi. C'est-à-dire que il y a tellement d'endroits où ça pose des problèmes que la production peut aussi s'arrêter assez sec. C'est-à-dire si l'Arabie Saoudite décide que du jour au lendemain le baril de pétrole doit remonter au-dessus de 55, il y remonte direct. Parce qu'ils vont couper la production pour que enfin, la production et la diffusion pour que le prix remonte. Donc quand il y a un facteur politique comme ça qui peut intervenir, je pense qu'il ne faut pas jouer contre. C'est-à-dire que c'est trop tard pour vendre. Voilà, après se mettre comme un fou à mettre tous ses portefeuilles indexés sur le pétrole d'une manière ou d'une autre. Là, je pense que ça serait un peu exagéré, quoi. Alors, une question, zone euro, ça c'était pas vraiment une réaction. Alors, question technique, est-ce que tu considères que la Fed est coincée? Pareil. Oui, oui. Encore, Mais j'aime bien cette question là sur la Fed est coincée parce que avant la décision de la Fed jeudi dernier, je suis passé sur BFM et puis on avait un peu, c'était le mercredi, c'était le soir, c'était le jeudi soir pardon. Donc c'était juste avant, donc bien sûr on s'est fait coincer par les intervenants qui nous ont dit quelles sont vos prévisions pour ce soir, quoi, c'est-à-dire une heure après. Donc moi je pensais que la Fed allait monter ses taux, même si rationnellement c'est pas évident qu'elle monte ses taux, parce qu'il y avait plein d'éléments qui inciteraient plutôt à laisser les choses en l'état. Et pour moi le risque majeur c'était qu'elle ne fasse rien et que le discours soit qu'on comprenne rien, quoi. Ce qui est exactement le pire scénario qui s'est passé, et d'ailleurs les marchés n'ont pas aimé du tout, hein.
Donc jusqu'à hier soir, mon idée c'était bon bah ils se sont mis dans un piège nos amis de la Fed parce que ils ont perdu un mois. Donc maintenant, si en octobre ils montent leur taux, alors que rien n'a changé dans l'économie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des doutes sur la croissance américaine, la croissance mondiale, et quand même on peut se poser des questions sur la Chine, etc. L'environnement des marchés financiers est pas terrible. Monter ces taux là-dessus, ça serait quand même une drôle d'idée. Et puis ils vont pas faire un quantitative easing maintenant. Donc ils se sont mis dans une situation, effectivement, moi j'aime bien votre question, c'est ça, ils se sont un peu coincés quand même. Alors rétropédalage hier soir de Janet Yellen, qui lui a fait du mal d'ailleurs parce que dans la foulée elle a eu un petit malaise. Voilà, comme quoi d'avoir quand même, moi je crois quand même au signe, hein, c'est-à-dire que il y a quand même, ils sont perturbés nos braves membres de la Fed. Parce que c'est une pression monstrueuse. Donc ils ont un peu changé, c'est-à-dire qu'ils ont un peu dit oui, de toute façon on va monter les taux d'ici la fin de l'année et on n'en a rien à faire de la croissance mondiale. Il y aura des choses sur l'économie mondiale, mais on n'en tiendra pas compte pour prendre notre décision. Ce qui est quand même un peu exactement le contraire de ce qu'elle a dit 5 jours plus tôt, où elle disait ouais la Chine on se pose des questions, la croissance mondiale, etc., l'environnement des marchés, etc. Donc effectivement, c'est votre commentaire, je suis assez d'accord avec ça, ils sont un peu coincés. Donc il faut qu'ils sortent de l'ambiguïté. Donc je pense que psychologiquement, même si techniquement et fondamentalement c'est quand même pas l'idée du siècle de monter ces taux maintenant, il aurait dû le faire bien plus tôt. Ils vont le faire. Et puis ils diront oui on verra dans 6 mois ce qu'on fera quoi. Donc quelque part quand même ils se sont mis sous énorme tension et encore une fois c'est pas une blague de penser que de voir Janet Yellen avoir un malaise et pas quelque chose d'anodin. Alors, il y a une question qui est générale pour toi. Est-ce que globalement, tu es pessimiste, optimiste? Enfin, voilà, toi, ta vision générale, finalement, est-ce qu'on peut y croire avec cette multiplication des risques? Parce que d'après Milan, Alain, tu serais plus pessimiste que la Fed. Moi, je me compare pas à la Fed, hein, vous inquiétez pas. Non, je reprendrai, pardon, je reprendrai le premier, le premier, mon premier slide en fait. Hein, c'est voilà la situation, c'est vraiment ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est une petite croissance aux États-Unis, mais il y a quand même 2,5% de croissance, on aimerait 2,5% de croissance, peut-être même un peu plus, bon on peut rêver, mais enfin bon c'est dans ces eaux-là. 1,5% de croissance en 2016 en zone euro, le reste des questions quoi. Donc ouais, voilà, on n'est pas, on est ni pessimiste ni optimiste. On dit simplement qu'on est dans un environnement où les banques centrales injectent tellement de liquidités que des récessions sont pas vraiment envisageables à court terme. A contrario, dès que ça accélère un petit peu, bah, la dette se rappelle à notre bon souvenir, quoi. Donc on est dans un tunnel de croissance mondiale aux alentours de 3%. Ce qui laisse quand même de la marge de manœuvre pour beaucoup d'entreprises qui ont une maîtrise de leurs coûts. Ils augmentent leur chiffre d'affaires de 4-5%. Des coûts maîtrisés, bah, ça vous fait des résultats en hausse de 8-9%. Bah, avec des taux à zéro, c'est très bien. C'est-à-dire que là où avant 8% de croissance, ça nous faisait tous rigoler, on trouvait que c'était nul. Mais il faut s'habituer à ça. Et il faut s'habituer aussi à se dire que une entreprise qui fait durablement, bon je parle pas des entreprises de techno qui peuvent faire des chiffres comme ça, mais une entreprise entre guillemets normale qui fait 25% de croissance par an pendant 10 ans, c'est qu'elle prend des risques quelque part. Et si c'est pour finir dans un mur comme Volkswagen, bah, il vaut peut-être mieux des entreprises qui font 7-8% de croissance stabilisée en étant sérieux et en faisant bien leur job, que des gens qui font les osos aller faire de la croissance à tout prix pour augmenter le dividende et pour augmenter le cours de l'action, parce que le jour où ça pète, c'est 40% dans la vue, quoi. Donc voilà, on est dans une situation où il n'y a pas d'euphorie et on n'aura pas, je crois pas. J'ai du mal à imaginer les marchés qui montent de 30% en 2016, mais on peut avoir un marché qui monte gentiment, 5-8%, avec des secteurs, des valeurs qui performent, plutôt des valeurs d'ailleurs que des secteurs, parce qu'au sein d'un même secteur, on peut avoir des grosses différenciations, et il y aura des gagnants, des perdants, et là aussi, ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer sur le plan des fusions-acquisitions. Donc on est raisonnablement confiant en se disant,
quand même, faut faire très attention parce que les sanctions, c'est un peu l'exemple de Volkswagen. Quand ça tape, c'est 40%. Donc voilà, faut l'avoir en tête quand on construit un portefeuille. Et pour beaucoup de particuliers, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est que dans beaucoup de cas, on peut pas se permettre pour un particulier de prendre une pelle comme ça sur un titre parce qu'on n'a pas des millions des titres. Donc l'accident, il fait très très mal, quoi. Peut-être une question. Alors, une question de visiteur, qui en a déjà beaucoup parlé. Pourquoi a-t-on autant reculé sur le boot? C'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les taux. Ouais. Est-ce que le marché peut vraiment encore attirer les capitaux? Alors, le Bund, ça a été très violent, hein. On l'a vu tout à l'heure. Je vais le remettre. Ça, on l'a pas forcément en tête parce que les gens. C'est vrai, quand on dit les taux sont passés de 0,10 à 0,75 comme ils ont fait. Bon, pour beaucoup de gens, ça parle pas, mais quand on a des obligues en position, ça parle plus, hein. C'est-à-dire que bah là, c'est là le graphique de la page 26, là, où on voit la baisse du Bund aussi violente. Bon, je pense que il y a deux raisons qui ont fait que ça a un recul aussi violent. La première, c'est que sur des niveaux de zéro de rendement à 10 ans, faut, faut quand même être ambitieux pour rester en position très longuement sur ce support-là. Et après, il y a un élément qui est un peu plus technique, c'est qui est quelque chose qui courait dans le marché à ce moment-là, c'est que beaucoup de banques d'investissement avaient ce qu'on appelle front-runner les investissements de Mario Draghi en disant on va acheter à 0,10 puis on le revendra à Mario Draghi à 0,05. Et puis Mario Draghi, à un moment donné, il s'est mis off, hein, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'investir sur le Bund. Et puis nos amis des banques d'investissement qui avaient fait les malins en faisant ça, et c'est vraiment la période juste de l'accélération finale, on va dire. Ils ont bien été obligés de liquider leur position et donc ils ont accéléré le mouvement. Et comme il n'y avait pas d'investisseurs finaux après, ça fait un écalage comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête, quoi. Voilà. Peut-être d'autres questions. Donc on me demande si le Messi a un impact sur le Real Madrid. C'était une blague tout à l'heure, mon truc. Je n'ai pas d'avis sur Messi et son rôle au Real de Madrid ou à Barça, je sais plus. J'étais au Palais Brongniart en 92 comme market maker. Est-ce que vous y étiez aussi? J'étais pas market maker, mais j'étais déjà gérant, oui. Géranto à l'époque. Question sur l'or, on avait déjà évoqué. Question sur le boot, on a déjà évoqué. Alors, question de Fivel. Bonjour, vous dites que le DAX surperforme le CAC. N'est-ce pas simplement du fait que le CAC ne prenne pas en compte les dividendes? Non, il a sous-performé récemment le DAX, hein. C'est-à-dire que récemment le DAX a sous-performé le CAC. Alors effectivement il y a la problématique du coupon, mais ça c'est sur longue durée. Mais là j'avais mis un zoom sur quelques semaines, et sur quelques semaines le DAX a sous-performé. Mais je pense que il y a deux raisons. La première c'est le poids de l'automobile, le poids de l'industrie en général, le poids aussi de la Chine pour lequel l'Allemagne est un fournisseur important. Donc voilà, c'est des raisons qui avaient fait que le marché allemand avait quand même sous-performé. Alors, le DAX et le Bund sont-ils liés? Alors, à court terme, le DAX et le Bund sont pas liés. Ce qui est sûr, c'est que si les taux allemands, et je le vois pas du tout aujourd'hui, hein, si les taux allemands venaient à remonter très fortement, il y aurait à un moment donné, il y aurait une recorrélation, hein, c'est-à-dire que là depuis quelques temps, ça joue plus trop, mais imaginez, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les marchés, imaginez que les taux allemands passent à 2%, ça aurait un impact sur le Bund, hein, nécessairement, parce que ça augmenterait les taux de refinancement de beaucoup d'entreprises, ça pourrait être perturbant pour les bancaires, etc. Donc on pourrait avoir une recorrélation à ce moment-là. Donc à court terme, il n'y a pas de lien, pas de lien mécanique extrêmement précis à la seconde, mais effectivement sur longue durée ça joue quand même, hein. Si vous regardez l'allure du Bund depuis 2011, la performance du Bund depuis 2011 et la performance du DAX, il y a quand même un lien parce que quand les taux baissent, ça favorise beaucoup l'investissement en entreprise, donc ça aide quand même, quoi. Alors, Alain, ton avis personnel sur Volkswagen et Stellantis? Alors
comment la crise va finir sur Volkswagen. Alors moi sur Volkswagen, mon avis depuis que ça a craqué ce truc-là, c'est que il va y avoir l'arrivée d'un nouveau patron, ça va être aujourd'hui, qui va passer, qui va dire voilà nous maintenant, enfin qui va nettoyer et qui va dire nous on lave plus blanc que blanc. Euh, donc tout le monde va applaudir, on va trouver ça super, mais fondamentalement ça va rien changer quoi. C'est-à-dire que je pense que euh, on a mis le doute dans l'esprit de beaucoup de gens sur Volkswagen, donc je pense que c'est une crise qui va pas finir tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait instantanément l'aspect crise va être terminé, c'est-à-dire que le patron va arriver, il va virer 25 personnes, il va passer des grosses provisions, ils vont dire on est plus blanc que le blanc maintenant, c'est super ce qu'on fait, donc ils vont faire une autre communication, on va voir refleurir des pubs, ils vont faire jouer leur lobbying à travers la planète pour dire que maintenant c'est plus comme avant, que maintenant Volkswagen c'est une super boîte et plus proof que comment dire ça, plus écologique que Volkswagen on ne trouvera pas. Donc ça, voilà, ça sera la première étape. Et puis, je pense quand même que le doute est instillé chez beaucoup d'investisseurs qui vont ne plus croire sur parole tous ces braves gens et qui vont investir beaucoup en recherche-analyse pour aller plus loin, qui vont poser beaucoup de questions aux assemblées, qui vont descendre dans les boards. Et moi, je pense qu'il y a tout un tas de secteurs du style euh, l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, tout le secteur pétrolier, etc., qui vont devoir avoir en tête que bah, ils ont intérêt à faire attention parce que si on découvre un truc qui va pas chez eux, bah, c'est la sanction, c'est 35-40% dans le baisse du cours. Donc ça peut quand même avoir un impact sur les résultats durables. Et si on prend l'exemple des banques, les banques se repayent plus comme elles se payaient il y a 10 ans, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on payait les banques un certain prix, on payait même au-dessus de l'actif net, là on paye en dessous de l'actif net, et on paye certainement pas les résultats comme avant. Et il y a toujours une défiance parce que bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les bilans, même les plus sérieuses sont touchées par ça. Donc je pense que ça va être important pour le secteur automobile en particulier, parce que c'est vraiment le sujet, quoi. Alors après, il y a une question sur le high yield de la part de Totov. Alors, c'est une question un peu longue, excusez-moi. Donc les marchés avec Rémi, si les high yield augmentent. Oui, alors moi, enfin, effectivement, le high yield, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le high yield, il y a une période où personne n'en veut. Et puis après, vu les taux de rendement que ça génère, il y a des gens qui sont prêts à prendre du risque pendant quelques temps. Et puis après, il y a d'autres investisseurs qui arrivent parce que ça rapporte beaucoup plus que les emprunts d'État. Et puis à un moment donné, et en fait, en général, ça se fait dans une période où il y a une amélioration des résultats des entreprises et donc elles remboursent assez facilement. Et puis, il n'y a plus de défauts. Donc on était arrivé récemment à des taux de défaut dans les portefeuilles high yield qui étaient extrêmement bas. Et puis à un moment donné, bah, on se dit, bah, si l'économie est un peu moins bonne, bah, on peut avoir un problème, il peut y avoir un ou deux accidents, et il y a un ou deux défauts. Et puis bah, on se retrouve dans une situation où au lieu d'avoir une estimation du prix avec 2-3% de défauts, bah, on se retrouve avec une estimation du prix où il y a 5% de défauts. Donc forcément, ça a un impact, hein, et ça fait baisser les cours. Et comme c'est des marchés qui ne sont pas très liquides, il faut y faire attention. Voilà. Et rotation dans divers secteurs économiques. Question de la récu. Que pensez-vous du PDG de Martin Wintercom? À la démission du PDG Martin Vittenkon, non, ça n'a pas rassuré les investisseurs. Non, non. Alors instantanément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très bien, on va nettoyer, on va faire passer des provisions monstrueuses, on va faire une communication là-dessus, ça c'est très bien. Mais après, on va le surveiller quand même cette histoire-là, parce que le type, il est quand même censé partir avec 30 ou 40 millions d'euros, parce qu'il a des primes en attente, des stocks, etc. Ce que je trouverais littéralement
scandaleux. Et si la première décision du nouveau PDG, c'est de laisser partir l'ancien avec ses primes, je peux vous dire que, enfin déjà, je suis pas un fervent admirateur de Volkswagen maintenant, mais là, je suis pas prêt d'en refaire, quoi. Enfin, faut pas quand même se foutre du monde, quoi. Donc, oui, instantanément, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça rassure les investisseurs. On se dit bon, ils ont quand même pris des décisions. Mais si on veut vraiment faire un changement, il faut vraiment faire un changement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils changent les méthodes. Et la première, c'est qu'un type qui fait paumer 40% de la capitalisation de la boîte soit au minimum sanctionné en partant juste avec les indemnités réglementaires, c'est-à-dire 3 mois de salaire, quoi. Ça peut faire quand même une belle somme. Oui, mais enfin, on ne sera pas dans les 30 patates quand même. Il ne faut pas exagérer non plus quand même. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rotation dans divers secteurs économiques? Oui, alors, oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. La plus importante, enfin, notre raisonnement là depuis quelques semaines, ce qu'on a fait dans les portefeuilles, c'est que on est revenu sur des entreprises plus domestiques qui tirent leur chiffre d'affaires de la zone euro, on va dire. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on est moins confiant sur la croissance mondiale hors zone euro États-Unis, donc bah, c'est quand même à avoir en tête. Donc on rapatrie. Et puis l'autre point, c'est que c'est un peu ce que je disais, c'est qu'on revient sur des choses simples qu'on maîtrise parfaitement, et on maîtrise plus parfaitement la proximité des entreprises européennes que d'aller acheter des boîtes japonaises ou des trucs comme ça. Donc on est plus en retour sur les entreprises domestiques. Après, l'autre sujet à bien avoir en tête, et chacun peut avoir un avis là-dessus, mais nous c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, c'est que euh, les grandes allocations, ça c'est pas mal. Et après, je pense qu'il faut directement passer au stock picking, c'est-à-dire que les rotations sectorielles, à mon avis, sont insuffisantes aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la banque, il y a des gagnants et des perdants. Dans la santé, il y a des gagnants et des perdants. Dans la construction, il y a des gagnants et des perdants. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà un peu depuis toujours, on va dire, mais qui va être amplifié. C'est-à-dire que si je prends la banque par exemple, bah dans la banque, il y a des très grands gagnants et des très grands perdants. Et ça va se jouer quand même énormément dans les mois et les années qui viennent. Et ça va être aussi un vecteur de recomposition des entreprises, hein. C'est-à-dire qu'en fait, de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se faire racheter, il y en a qui vont passer à la trappe. Et donc, c'est lié à ça quand même, hein. Oui, et on va en finir. Voilà. Voilà, bah donc on va conclure sur. Allez, je vous remets la page de pub parce que quand même, c'est important. La page de pub à la fin. Vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas. Ah bah voilà, je suis allé trop loin. Voilà, ça m'apprendra. On va la remettre. Excusez-moi. Ah, je suis allé trop loin. Ça m'apprendra à faire le. Voilà. Bah, voilà, voilà. Vous, de toute façon, vous pouvez regarder la présentation et nous contacter. Il n'y a aucun problème. On sera à votre disposition. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et apparemment la bourse sans flamme. Donc c'est très bien. Allez, à bientôt. Au revoir à tous. Alors merci Alain Pitous donc de Talent Gestion. Vous avez la possibilité en effet donc de le suivre. Voilà, je reviens sur le bon slide sur Twitter @Alain Pitous ou directement le compte Twitter de Talent Gestion ou le site internet de Talent Gestion. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes de vos questions, de votre attention. Dans 5 minutes, je reçois donc Currency Performance Fund pour 2 heures sur tout un tas de thèmes fondamentaux. On va commencer par parler du Brexit, le risque de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne. Ensuite, on envisagera tous les thèmes fondamentaux, l'impact sur le marché des changes. Restez là, rendez-vous dans 5 minutes, le temps d'installer les 2 prochains conférenciers. Merci à toutes et à tous et vous retrouvez donc l'enregistrement d'Alain Pitous de Talent Gestion dès ce soir sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, excellente suite de conférences.